Le livre sur les quais et la bibliothèque sonore romande vous proposent Célébrités toujours plus haut, toujours plus fort, avec Florent Marchais et Maude Ventrura, animé par Régis Penalva et enregistré le samedi 31 août 2024 au Casino de Morges. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus assister à cette rencontre. Et bonjour et merci à vous deux, Maude Ventura, Florent Marchais. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du livre sur les quais de Morges à venir présenter vos deuxièmes romans respectifs, puisque Maude Ventura, vous publiez en cette rentrée littéraire célèbre chez l'Iconoclaste, et Florent Marchais chez Stock, l'admiration. Merci d'avoir accepté de participer à cette rencontre placée sous le signe de la célébrité. Célébrité toujours plus haut, toujours plus fort, c'est le titre de cette rencontre, et on voit aussi le clin d'œil aux Jeux Olympiques et Paralympiques en cours. La célébrité, en effet, cette obsession contemporaine, et qui d'entre nous, l'espace d'un instant, au fil d'une rêverie, n'a pas rêvé de vivre son quart d'heure de célébrité, et qui d'entre nous, toujours au fil d'une rêverie, n'a pas vu son nom tout en haut de l'affiche, et par ailleurs, laquelle ou lequel d'entre nous n'a pas, à un moment de sa vie, ou sur une période plus ou moins longue, éprouvé énormément d'admiration, voire même de la fascination pour une star, qu'elle soit une chanteuse pop, une vedette de cinéma ou de la comédie, ou une star du football, par exemple. On nous, Claudia Schiffer, on nous Paul Loussoulitzer, chantait Alain Souchon, et nous sommes tous et toutes des membres de ces foules sentimentales, sensibles à la célébrité, au succès et à la gloire. Vos deux livres, alors avec, on va le voir, hein, des perspectives différentes et complémentaires, abordent évidemment cette question de notre rapport au succès, à la réussite, à la célébrité, cette envie, voilà, d'un jour atteindre l'inaccessible étoile. Et si nombreuses et nombreux sont les postulants au départ, très peu finalement y parviennent, et encore plus rares sont celles et ceux qui parviennent, on en parlait d'ailleurs il y a 2-3 minutes avec Maude Ventura, à se maintenir au sommet. Alors Maude, je vais me tourner vers vous tout de suite pour préciser donc qu'après l'impressionnant succès critique et public de Mon mari, c'était en 2021 à l'Iconoclaste, donc vous revenez avec Célèbre, qui est donc un récit à la première personne, d'ailleurs, comme votre précédent livre, récit d'une conquête, celle de la gloire, une conquête qui est préparée, qui est méthodique depuis son enfance par Cléo Louvan, une pop star planétaire qu'on pourrait qualifier de double fictionnel, alors je sais pas, du Alipa, on peut citer plein de noms, Taylor Swift ou Billie Eilish, vous nous le préciserez sans doute tout à l'heure, et qui au moment où commence votre livre a fait le choix de se retirer pendant 3 semaines sur une île déserte, dans la solitude. Évidemment, elle est en quête de solitude, elle qui est sans cesse entourée, et surtout privée de tout moyen de communication. Je me suis posé la question, et je le disais tout à l'heure en début de l'introduction, la célébrité, ça ne concerne pas que les pop stars. Vous auriez pu choisir une autre figure, une comédienne par exemple, une star du cinéma, d'Hollywood. Vous avez vraiment choisi une chanteuse pop. Est-ce que c'est aujourd'hui l'incarnation absolue de la célébrité mondiale que d'être une chanteuse pop? Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas plus haut que la chanteuse pop. Et par ailleurs, j'imagine que ça répond aussi à une fascination et un goût personnel. Oui, effectivement, je pense que la pop star est tout en haut de l'échelle alimentaire, tout en haut de l'échelle de la gloire. J'étais aussi intéressée par la question de la création, et c'est vrai que contrairement à une actrice, par exemple, qui doit convaincre un réalisateur, c'est d'autres modes de carrière, alors que les pop stars actuelles contrôlent leur image, contrôlent tout, écrivent leurs chansons, et donc elles créent des machines autour d'elles, et c'était vraiment cette pop star en maîtrise de son image, en maîtrise de sa carrière, qui écrit ses chansons, qui m'intéressait. Et ça, c'est un phénomène ultra contemporain. Parce qu'il y a encore 10 ou 15 ans, nos pop stars préférées,
n'écrivaient pas forcément leurs chansons. C'était un autre rapport à la création. Alors Florent Marché, vous êtes l'auteur d'un premier roman, Le Monde du Vivant, publié chez Stock, là c'était en 2020. C'est un très beau premier livre avec sa figure centrale d'adolescente Solène qui était à l'âge de toutes les transitions, de toutes les métamorphoses. On verra d'ailleurs que l'adolescence est encore évidemment présente dans vos deux livres d'ailleurs tout à l'heure. Et puis sur fond aussi de crise et de métamorphose du monde paysan, du monde rural, de la production agricole. Et vous avez choisi pour ce deuxième livre, L'Admiration, de vous tourner vers l'univers du comique de scène, de ce qu'on n'appelait pas encore, puisque le livre démarre en 1989, aujourd'hui on parle de stand-up, mais il ne me semble pas qu'à la fin des années 80, en France, le terme de stand-up était couramment utilisé. On suit, alors l'admiration, c'est celle qu'éprouve au début du livre un jeune adolescent, berrichon, qui s'appelle Bastien, pour une vedette au début de son ascension en 89 qui s'appelle Nadia Viper. Admiration qui est aussi ponctuée dans la foulée quelques années après par une rencontre, et cette rencontre va finir d'ancrer chez ce jeune adolescent l'envie lui-même de devenir humoriste, comique, et l'envie évidemment de monter à Paris, voilà, pour être lui aussi tout en haut de l'affiche. Vous êtes par ailleurs musicien, chanteur, auteur, compositeur, interprète. Vous auriez pu choisir de vous déplacer en terrain connu et de nous raconter l'histoire d'un jeune musicien, admirateur d'une star. Vous avez choisi l'univers de la scène comique. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intelligent et intéressant, parce qu'il y a très peu de textes de fiction aujourd'hui qui s'intéressent à cet univers. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi la scène comique, Florent ? Alors, il y a plusieurs raisons. Ce qui m'a intéressé dans le milieu de l'humour ou du stand-up, c'est que la sanction, elle est immédiate. C'est-à-dire que les gens rient ou ne rient pas. Donc c'est déjà quelque chose qui est pas loin de la performance sportive en définitive. Et puis on peut toujours être artiste en écrivant écrivant dans sa chambre, ou même être musicien le dimanche. On peut considérer qu'on a le statut d'artiste. Et même si le public réagit pas et qu'on chante une chanson mélancolique, on va se dire que le public n'a pas tellement applaudi parce qu'il était trop ému pour applaudir, par exemple. On peut s'inventer des choses. Quand on est comique, vraiment, encore une fois, la sanction elle est immédiate. Donc ça m'intéressait. Et puis, je n'avais pas encore lu Célèbre de Maud Ventura. Je me disais, parce qu'il n'existait pas, mais je me disais que c'était périlleux de parler du monde de la musique que pourtant je connais très bien, et de la création notamment, parce qu'il y avait tout l'aspect musical. Je n'avais pas trouvé encore peut-être l'angle pour, en étant tout à fait honnête, j'avais lu parfois certains romans, vu des films, et à chaque fois qu'il était question d'un compositeur, une compositrice, d'une chanteuse ou un chanteur, je trouvais ça fake, je trouvais que ça marchait pas, je voyais toutes les ficelles et je sortais complètement du film ou du livre. Ce qui n'est pas du tout le cas, et je trouve que c'est là où je trouvais ça absolument prodigieux, c'est que c'est très très juste, très vraiment à l'endroit, notamment sur le plan autant sur le plan de la création que sur le plan de stratégique du business qu'il y a tout autour. Mais en tout cas, puis moi je voulais aussi aborder la précarité dans le milieu artistique, et ça m'intéressait d'avoir la partie immergée de l'iceberg. Et il me semblait que c'était plus frappant avec la figure de l'humoriste que du chanteur, qui encore une fois peut continuer à exister très longtemps en chantant même dans les bars ou dans le couloir de métro. Il n'y a pas d'humoriste dans les couloirs de métro, par exemple. Enfin, on comprend pourquoi, mais...
Alors Maud, on reviendra tout à l'heure à la question de la création et de cette articulation entre création artisanale, vous le dites à un moment du livre, et toute cette industrie qui se saisit et qui va peaufiner le produit final. Mais avant toute chose, et pour commencer à situer pour les lectrices et lecteurs qui sont peut-être encore des lectrices et lecteurs en devenir et qui n'ont pas lu Célèbre, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu, nous situer un petit peu cette Cléo Louvent. Qu'est-ce qui la meut, cette Cléo Louvent? Qu'est-ce qu'il y a au fond d'elle, au début de sa vie, de sa jeune vie d'adolescente, pour qu'elle se lance dans ce projet absolument, d'une certaine manière terrifiant, quand on est au pied de la montagne, que de devenir la pop star la plus célèbre du monde? Ce qui la meut, effectivement, c'est devenir célèbre. Cette espèce de flamme, de désir au fond d'elle, cette espèce de prophétie autoréalisatrice où elle est persuadée qu'une grande vie l'attend, qu'un grand destin l'attend. Et c'est aussi un peu le serpent qui se mord la queue, parce que pour faire de grandes choses, il faut aussi avoir de grandes ambitions, et donc c'est quelque chose qui s'auto-réalise dans son existence. Donc pour la situer, Cléo grandit à Paris dans une famille d'universitaires, des intellos, et elle trouve ça vraiment nul. Et elle les juge, elle dit: mais papa, maman, c'est nul votre vie, vous n'êtes pas célèbre, personne ne vous connaîtra jamais, votre existence est minuscule. Et elle voudrait que sa vie ait un écho beaucoup plus large, et ça va passer par la musique et par cette ascension. Et donc tout à l'heure vous citiez effectivement des pop stars modernes comme Dua Lipa, Taylor Swift, Billie Eilish, mais en fait dans toutes les époques il y a ces pop stars, ces figures féminines, et peu importe nos références, enfin dites-moi qui sont vos idoles, je vous dirai qui vous êtes. Je crois vraiment que c'est vrai, et que ça soit Madonna ou Kylie Minogue ou Claude François, ou peu importe, on a des gens qui nous émeuvent et qui nous inspirent, et qui sont en fait à la limite entre des êtres humains et des dieux. Et c'est cette personne-là qui m'intéressait. D'ailleurs, votre roman est structuré en trois parties. La foi, l'ascension et la gloire, qui sont trois termes qui relèvent du registre religieux. Oui, c'est très religieux comme roman. Il y a tout un passage de conversion qui m'a été inspiré par la nuit de feu de Pascal, où il a la révélation, et donc Pascal le libertin se transforme en Pascal qui va écrire les pensées et qui va chercher à convertir. Et donc il y a ce moment où elle se rend compte que Cléo, son prénom en grec veut dire Cléos, célébrité. Elle se dit non mais c'est pas possible, c'était écrit depuis le début. Et donc elle a ce moment un peu d'épiphanie. Et effectivement, je pense que dans ce désir de célébrité, il est vraiment question de foi, et c'est franchement irrationnel. C'est penser qu'on va réussir quand statistiquement tout nous dit qu'il n'y a aucune chance que ça se produise. Et c'est y croire, c'est vraiment aller rappeler à un croyant les faits, les statistiques. Quand on croit, c'est pas raisonnable. Et ce désir de célébrité, la célébrité en elle-même, c'est quelque chose de pas du tout raisonnable, qui touche à nos pulsions, à des désirs, à des choses hyper profondes. Enfin, vraiment au cœur de l'humanité et de ce que c'est que l'expérience humaine. C'est peut-être ce qui, d'ailleurs, fait défaut à Nadia Viper à un moment, Florent Marché, cette extrême foi en elle-même. Oui, il y a de la confiance en elle, oui, elle peut se montrer d'une certaine manière arrogante, mais c'est une arrogance qui repose sur un fond de fragilité. Alors, pour la situer, Nadia Viper, on est à la fin des années 80, c'est ça, c'est la génération d'Anne Roumanoff, ou à peu près. Qui est-elle? Par quoi se caractérise-t-elle, cette Nadia Viper? Elle amène un souffle nouveau à ce moment-là dans le monde de la comédie. Mais encore une fois, juste pour rebondir, c'est important de préciser qu'une star, c'est très très rarement en tout cas une maison de disques ou un système qui la fabrique. Elle se fabrique d'abord elle-même, après elle est aidée. Ça, on n'a pas toujours conscience, on entend souvent parler de produits, mais c'est à la fois la star est à la fois le produit et presque le créateur. Et c'est en ça que c'est fascinant, en fait. Après, moi, j'ai jamais cru à quand on veut, on peut, parce que ce serait beaucoup trop simple de manipuler les clés de la réussite. On voudrait tous, dans ces cas-là. Bastien y croit, lui. Il y croit, mais l'avantage aujourd'hui d'avoir passé les 40 ans,
Il y a des avantages quand même. C'est que j'ai pu observer des choses. J'ai vu certains loups qui rayaient vraiment le parquet à 20 ans, et puis d'autres qui étaient plus timides et qui devenaient pas loin de stars, en tout cas, qui étaient connus, qui avaient des Césars après. Et j'ai pu observer ça. Là, c'est différent du star, peut-être plus des vedettes, mais il faut une part de chance, c'est-à-dire que réussir sa vie, c'est l'affaire de tous. Évidemment, on a tous envie de réussir notre vie. En revanche, ce qui se passe dans le milieu artistique, quand on veut vivre en étant artiste, c'est que c'est conditionné, la réussite d'une vie d'artiste, est conditionnée au succès. Et là-dedans, il y a quand même pas mal de paramètres qu'on ne maîtrise pas, parce que c'est arriver au bon moment, faire des bonnes rencontres, ça c'est pas évident non plus. Enfin, c'est pas loin du ticket de loto, quand même, par moment. On le voit aussi en littérature avec des prix. Je pourrais citer un exemple que je connais bien, qui est Nicolas Mathieu, puisque j'étais à ses côtés juste avant le prix Goncourt. On montait une lecture musicale et on rigolait du fait qu'il soit pris pour le deuxième tour du Goncourt, tellement c'était improbable et c'était impossible. Et puis après, il est en finale. On se dit, oh là là, et je me foutais de sa gueule. Je me dis, mais de toute façon, tu vas voir que tu vas l'avoir et tout. Et puis bon, et puis il l'a eu. Et n'empêche que tout d'un coup, ça a changé complètement sa trajectoire. Et c'est peut-être ça aussi qui motive parfois les artistes à toujours continuer, parce qu'on se dit d'abord, contrairement, on parlait du sommet de la montagne, quand on fait de la randonnée en montagne et qu'on arrive en haut du sommet, on sait à quel moment on est arrivé, on dit tiens, ça y est, je suis arrivé en haut, il y a la croix, tout ça, c'est bon. Dans le parcours d'un artiste, il ne sait jamais, puis il se met toujours à croire que c'est encore possible, puis qu'il peut remiser. C'est vraiment une sorte de roulette russe inversée, mais constante, quoi, où on peut se dire c'est encore possible. Et il faut une volonté de faire, mais autant pour ceux qui réussissent, mais ceux qui échouent aussi, il faut presque quasiment autant de volonté. Échouer toujours mieux, et longtemps, c'est du boulot. Et effectivement, on le verra tout à l'heure, mais votre roman entrelace ces destins de Nadia Viper et de Bastien, avec une sorte d'ascension maîtrisée chez Bastien et de parcours chaotique. Et je me permets de le dire, je ne dévoile rien, parce que en fait, dès le deuxième chapitre, on sent que Nadia Viper, il va peut-être lui manquer quelque chose pour atteindre... De toute façon, c'est pas l'arrivée qui, je pense, qui nous importe lorsqu'on découvre un livre ou on sait que Cléo on sait qu'elle est déjà célèbre, et quand on suit son parcours, c'est évident. Ce qui nous intéresse, c'est la cuisine interne. C'est comment elle fait pour y arriver. Mais moi, je trouve que c'est aussi fascinant d'observer quelqu'un qui va réussir que quelqu'un qui va échouer. J'ai fait l'expérience. C'est très intéressant, les choix qu'on peut faire. Et c'est vrai que nos deux romans, c'est deux cuisines internes. La cuisine interne du succès, oui. Ce qui se passe quand on réussit, quelles sont les questions qu'on se pose quand on devient Nicolas Mathieu. Parce qu'on a beau être devenu Nicolas Mathieu, j'imagine, je parle pour lui, qu'on se dit, mais après le Goncourt, qu'est-ce que je fais ? Et comment je fais pour rester au top ? Et en fait, est-ce qu'on va continuer à m'aimer ? Enfin, la cuisine du succès. Alors que Nadia, c'est vraiment la cuisine de l'échec. Et j'avais envie de l'envoyer en stage chez Cléo en lisant ce roman. Je me disais, mais c'est pas possible ! Et cette espèce de autodestruction, moi, ça me rendait malade. Elle a son petit quart d'heure de célébrité. Au début, ça décolle pour elle en tant qu'humoriste. Et on voit ce qui est possible. Et on voit à quel point il faut aller à droite et elle va à gauche, systématiquement. Et c'est dingue. Mais j'avais envie de... Ouais. Je ne connaissais pas l'histoire de... Je ne sais pas si vous connaissez cet humoriste Jérémy Ferrari qui remplit des zéniths. Même plus maintenant, je crois, aujourd'hui, mais des Bercy. Et il a eu des gros problèmes d'addiction. Il buvait jusqu'à 6 bouteilles de rosé par jour. Et il s'en sortait plus. Il annulait des spectacles. Ça marchait plus pour lui, alors il avait un vrai succès frémissant. Ça m'a troublé par rapport à mon personnage. Et je pense que c'est absolument miraculeux qu'il ait pu rebondir. C'est qu'à un moment donné, effectivement, c'est des choix, les carrières. C'est une route que tu prends et pas l'autre. Et il a choisi cette route qui l'a amené vers le succès. Mais encore une fois, c'est pas passé loin. Et peut-être, comme je pense qu'il y a peut-être
quelques Mozart qu'on a pu rater dans l'humanité parce qu'ils ne sont pas passés par la case conservatoire de musique, par exemple. Ou, c'est probable. Je pense que peut-être que certains artistes sont passés à côté d'une carrière incroyable. Mais parce qu'il y a beaucoup de paramètres et on voit bien que ton personnage... je dirais pas après tout père et mère, le père de toute façon n'est plus là, mais pas loin, on est quand même sur quelque chose. Et le tour de force aussi, c'est qu'on a envie d'être avec, alors que le personnage n'est pas très sympathique. Je pense pas qu'il faille être très sympathique pour réussir. Non, c'est pas... Mais on est quand même bien, on est quand même bien avec un personnage pas sympathique. Et toi, elle est très sympathique, juste la rate, quoi. Oui. Oui, cela dit, dans les deux cas, on est face à des personnages qui sont très complexes, et beaucoup plus complexes qu'il ne pourrait y paraître au début de roman. Bastien et Nadia, on a assez régulièrement envie de les tarter, mais en même temps, ils nous émeuvent aussi beaucoup, y compris à certains moments où Bastien vit des transformations, parce que effectivement, son début de succès va l'amener à prendre une certaine forme de distance par rapport au rêve de l'adolescent qu'il était et par rapport à cette amitié qu'il avait avec Nadia Viper. Et c'est valable aussi pour Cléo. Et je pense que ça relève beaucoup aussi des choix narratifs que vous avez empruntés, enfin décidé tous les deux. Ce recours à la première personne évident, grâce auquel on rentre dans la peau de Nadia Viper et on est en empathie avec elle. Et finalement, on rentre presque dans le cerveau de Cléo, d'une pop star. Et chez vous, Florence, ce choix de la deuxième personne du singulier pour les passages concernant Bastien et de cette troisième personne, mais qui est une troisième personne avec beaucoup de discours indirects libres, ce qui fait qu'on entend la voix de la conscience de Nadia Viper. Et je me suis dit que dans les deux cas, il y avait... et c'est souvent le talent et le génie du roman, ce refus de juger, cette suspension du jugement, de ne pas porter de jugement sur ces parcours individuels, aussi atroces parfois peuvent-ils être. Faut aimer ces personnages parce qu'on passe quand même beaucoup de temps avec eux. Mais moi, je compare des personnages à le vieux tonton ou tata de la famille qui sort des blagues racistes à la fin du repas et qu'on déteste. Et pourtant, on l'aime bien. Puis à la fin, il y a une accolade et puis on se dit, c'est mon tonton, quoi. Il y a un peu ça avec parfois nos personnages. On les aime parce qu'ils font aussi partie de nous. Et sinon, on ne tiendrait pas le coup. Enfin, c'est pas possible. Et vous, Maud, vous êtes d'accord sur cette définition du roman comme lieu de l'incertitude et du refus de juger ? Oui, ça, je laisse ça au lecteur et il le fait très bien. Je le vois quand je rencontre mes lecteurs. Oh, elle est insupportable. Oh non, qu'est-ce qu'elle est inspirante. Oh, j'ai envie d'être elle. Hein. Vraiment, j'ai noté des citations pour motiver pour la rentrée. Et d'autres qui me disent au contraire, elle est totalement imbuvable, elle est cruelle, elle est méchante. Et c'est au lecteur, justement, enfin le roman, je pense, doit être un miroir dans lequel le lecteur va se regarder et va comprendre des choses sur sa propre existence. Sinon, à quoi bon ? L'idée c'est pas un essai sur la célébrité, c'est pas une enquête journalistique. L'idée, c'est de faire vivre une expérience au lecteur dans laquelle il pense à sa propre vie, il se dit mais quel est mon rapport, qu'est-ce qu'une vie réussie selon moi ? Quel est mon rapport à mes proches ? Est-ce que je suis capable d'être content, de me réjouir du succès de mes amis ? Quel est mon rapport à l'argent ? Quel est mon rapport à l'amour et la célébrité permet de re-questionner toutes ces questions-là. Mais moi, si j'arrivais directement en disant au lecteur voici quoi penser, je vais le souligner. Non, pas du tout. Donc l'idée, c'est de créer un personnage qui va vivre sa vie, qui va déployer sa vie devant le lecteur, et le lecteur va pouvoir s'en emparer et vivre, dans le meilleur des cas, des émotions fortes, pour le meilleur et pour le pire. Alors on va peut-être l'écouter maintenant, cette voix de Cléo, avec une première lecture, et on va l'entendre nous parler
sa vision de son métier, de ce que c'est que la musique et la pop musique en particulier. Mon projet est d'être belle, riche et célèbre. Le pactole a toujours fait partie du plan. Les artistes maudits qui vivent dans la misère et dont le génie n'est reconnu qu'après leur mort, très peu pour moi. Ma musique est une marchandise émotionnelle à plusieurs millions de dollars. Ma musique est commerciale, elle met l'eau à la bouche, elle est racoleuse, elle est bandante, elle donne envie de cliquer, de s'offrir des t-shirts à mon effigie, de me voir sur scène, d'aller en boîte de nuit, de danser, de baiser, d'acheter. Mes refrains sont des slogans, ce n'est pas pour rien que les titres de mes chansons ressemblent à des noms de rouge à lèvres ou de vernis à ongles. Ma musique est un actif, mes droits musicaux constituent un fonds de commerce, nécessitent des montages financiers complexes. Un jour, mon catalogue sera revendu à un fonds d'investissement pour un montant à 9 chiffres. Ma musique est un culte à ma personnalité. J'incarne mes chansons avec mon beau visage, ma frange et mon cul. Mon sourire fétichisé plaqué sur des tonnes de produits dérivés. Cléo, Cléo, Cléo. Bientôt des centaines de milliers de nouveau-nés seront baptisés comme moi dans toute l'Amérique. Mon prénom rare sur toutes les lèvres, symbole d'une génération. Ma musique est grand public, plus on l'écoute et plus on l'aime. Pas besoin d'un doctorat en musicologie pour l'apprécier. Ma pop appartient au peuple, des titres dansants pour les jours de fête, des ballades larmoyantes pour faire pleurer dans les chaumières. Ce n'est pas un hasard si je chante en anglais et non en français. Ma musique a une ambition internationale. Je ne me contenterai pas du bourg et de l'arrière-bourg. Ma musique est facile à retenir, efficace, entêtante, accessible, mais populaire ne veut pas dire vide de sens et mal écrite. La simplicité est le chemin le plus hardi. En vérité, il n'y a rien de plus exigeant. Ma musique s'inscrit dans une histoire. Britney Spears, Beyoncé, Jennifer Lopez, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Rosalia, Angèle. À ceux qui pensent que les pop stars sont superficielles et qu'elles n'ont rien à dire, vous n'avez rien compris. Combien de personnes vivent avec leurs morceaux? Combien de trajets en voiture, de soirées à danser, de souvenirs de vacances, de nuits à faire l'amour au rythme de leurs refrains? Qui peut en dire autant? Est-ce que vous imaginez la tribune? Si vous avez un message à faire passer au monde, vous avez intérêt à le mettre dans une chanson populaire plutôt que dans un long discours. La pop reste et restera toujours le plus extraordinaire cheval de Troie. Merci beaucoup, Maud Ventura. Florent, j'aimerais vous entendre réagir à ce passage-là, parce que vous êtes romancier, mais également, je le disais tout à l'heure, chanteur, auteur, compositeur, interprète. Vous avez composé 7 albums studio, 6 ou 7. Je sais plus. Mais vous avez aussi écrit pour les autres. Voilà, je voulais avoir l'avis du professionnel sur ce, sur ce passage. Quand on nous parle en musique de l'intelligence artificielle comme une menace, c'est pas forcément une menace parce que ça existe déjà depuis longtemps, même sans le logiciel, en fait. Je veux dire par là qu'il y a aussi beaucoup de stars interplanétaires qui se posent toutes ces questions, comment rester au top, et en choisissant plutôt telle thématique que telle autre, et il faut qu'il y ait un brin de sincérité évidemment, de justesse, mais être dans le mouvement, dans la mode, et c'est exactement ça en fait. Ce qui est fascinant, c'est à la fois une star est une machine de guerre et en même temps, sinon il n'y a pas d'artiste, d'une grande fragilité. Et on sent qu'on est toujours à la frontière entre les deux. Il suffirait parfois d'un rien, et on l'a vu avec Britney Spears, où pour tout d'un coup tout s'écroule. Et c'est des gens qui sont autant fragiles, sensibles, que monstrueusement, comment on pourrait dire, solides. Et pour revenir à l'admiration, Florent, je me disais aussi tout à l'heure en vous écoutant que ce choix du comique de scène, de l'humour, de cet univers-là, et le fait de structurer votre roman, ça j'ai dit qu'on commençait en 89, mais je n'ai pas dit que ça finissait en 2017, me semble-t-il.
c'est assez formidable parce qu'on voit aussi un milieu évoluer. Je disais que dans votre premier roman, vous aimiez évoquer ces scènes de métamorphose, d'adaptation, de transformation. C'est également le cas de ce milieu-ci qui, entre les années, la fin des années 80 et les années 2010 et les nôtres, a vécu des transformations énormes et qui d'ailleurs en partie explique peut-être aussi le décalage de Nadia Viper et son incapacité à prendre la vague à un moment. Oui, les outils évoluent, il y a les réseaux sociaux qui arrivent, le business aussi qui fait son entrée fracassante autant dans le milieu de la musique que dans le milieu du cinéma. Il n'y a plus de bricolage en fait, il y a plus la place pour l'artisanat. Et tout se mondialise à l'image de la société. Donc l'art a commencé à se mondialiser et on voit bien, c'était déjà effectivement un peu le cas pour certains chanteurs qui tentaient leur chance aux États-Unis, mais aujourd'hui ça l'est encore plus, quoi. On sait qu'il faut, a fortiori en plus, puisque les droits musicaux sont de plus en plus faibles, il faut viser une dimension internationale. Donc oui, moi j'avais envie de suivre ça parce que comme tout le monde, moi je suis né, comme vous pouvez le voir, avant l'an 2000. Et en fait, comme tout le monde, j'avais Astrapi, puis il y avait un truc, qu'est-ce qui va se passer en an 2000? Puis on avait des voitures volantes, on avait des choses incroyables, évidemment, puis de pauvreté. Et je me dis, j'ai hâte d'être en an 2000, ça va être vraiment chouette, c'est dans pas longtemps. Et j'avais quand même une angoisse, je me dis, à quoi va ressembler la musique dans 20 ans? Et je me disais, ça se trouve, la musique que j'aime aujourd'hui, ça n'existera même plus, on ne saura même plus que ça existait. Et en fait, il ne s'est pas passé ça du tout. La musique, Taylor Swift, ce qu'elle fait, ça se faisait déjà il y a très longtemps, en définitive. Ce qui est réinventé aujourd'hui, c'est le packaging, c'est la façon de communiquer, c'est la façon de se positionner. Et effectivement, moi, c'est ce qui m'intéressait ici dans mon personnage, c'est de se sentir complètement dépassé par l'époque, de penser qu'il y avait un modèle et que c'était celui-là qu'il fallait suivre. Et en fin de compte, avec les années qui passent, on n'est plus du tout adapté au milieu, et même le milieu devient complètement hostile. Alors, le packaging change, disait Florent, mais il y a quand même, et en particulier chez Taylor Swift, je crois que vous l'aimez particulièrement, Maud Ventura, il y a quand même une écriture, il y a quand même au début un acte artisanal, et tout ce qui, effectivement, un des grands intérêts de Célèbre, c'est de montrer cette articulation qui est très fine entre ce qui relève finalement du très individuel, du très intime, de cette jeune femme qui compose comme n'importe qui d'autre à la guitare, qui prend des notes, qui se laisse envahir par l'instant, par ses émotions, par ses sentiments, ses souvenirs, et qui essaie de les mettre en notes, en mélodie et en mots. Et puis à côté de ça, effectivement, vous l'avez dit tous les deux, cette énorme machine de guerre, et qui évidemment à l'échelle d'une pop star planétaire est absolument démesurée. Cléo ne maîtrise quasiment plus rien ou plus grand-chose à part les premières notes de ses chansons à partir de son premier album. Elle se retrouve prise dans une lessiveuse où finalement tout lui échappe, y compris son propre corps. Oui, c'est intéressant, à la fois tout lui échappe et en même temps c'est une brute de travail et de contrôle. J'aurais du mal à trancher. C'est pas une victime. Oh là là, je m'y attendais pas du tout à devenir célèbre. Oh là là, c'est fatigant. C'est pas du tout l'état d'esprit de ma petite Cléo qui est très volontaire. Et c'est plutôt, je sais qu'il y a certaines règles du jeu et en fait, j'ai pas envie de remettre en cause le système. J'ai envie d'en profiter. J'ai envie de gagner. Et donc, je suis prête à jouer les règles du jeu, je suis prête à me mettre à moitié nue sur la pochette de mon album, je suis prête à faire des clips franchement dégradants, dans des positions franchement dégradantes, mais c'est ça qui vend. Et donc elle accepte les règles du jeu parce qu'elle sait que ça fonctionne, mais en même temps, je dirais pas qu'elle décide de rien et qu'elle est dépossédée. Enfin, je suis un peu ambivalente et je voulais juste dire, c'est vrai qu'on parle de la célébrité depuis tout à l'heure, mais il y a quelque chose de très rationnel à vouloir être célèbre, au fond. C'est quand même ultra confortable, parce que dans le milieu artistique, la célébrité veut dire aussi la reconnaissance. Ça veut dire que ses chansons sont écoutées, ça veut dire qu'elle peut continuer à faire ce qu'elle aime, qu'elle peut en vivre, qu'elle a plus ou moins la liberté.
Donc finalement, c'est un rêve franchement rationnel. Je voyais Gaël Faye qui était en face de moi sous la tente ce matin, et je me dis oui, Gaël Faye est célèbre, et il a bien raison, et c'est super. Ça veut dire que, enfin, c'est aussi une chose merveilleuse. Ça veut dire qu'il a rencontré son public. Je parle pour lui, je le connais pas, hein. Il a l'air très sympathique, mais ça veut dire qu'il a rencontré son public. Ça veut dire que le public a hâte de découvrir son deuxième roman. Ça veut dire que il a créé un univers qui touche les gens. Enfin, il y a aussi quelque chose de... C'est une vraie réussite, finalement, d'être célèbre. Florent va vous écouter lire maintenant. Alors, c'est le premier. On va trouver... Je ne suis pas très doué avec les marque-pages. On va situer le passage, on est dans une salle des fêtes Ouais. dans le Berry, parce que Nadia Viper, après un début de carrière intéressant, est amenée, parce qu'elle doit vivre de son métier et continuer à en vivre, à jouer dans des scènes plus petites que les scènes parisiennes, et donc à se produire, là en l'occurrence, dans le Berry. Voilà, fini Michel Drucker, là maintenant elle est dans le Berry et elle rencontre justement le jeune Bastien. Ça faisait longtemps que Nadia Viper n'avait pas eu un trac pareil. Au début, elle a beaucoup savonné. Elle aurait dû faire ça, rester dans la loge avant de monter sur scène, se concentrer un peu au lieu de boire des bières avec les techniciens. Elle n'a pas pu s'empêcher de participer à la surenchère de testostérone. Quand elle est lancée, même un rugbyman en 3e mi-temps ne fait pas le poids. Elle aime les affrontements, les battles. Ne jamais baisser la garde quand les voix parlent fort. Sans ça, elle n'aurait pas tenu dans ce milieu. Oleg dit que c'est plus facile pour un homme de faire rire, que contrairement au gouailleur, une gouailleuse n'est pas séduisante. Le syndrome de la marchande de poissons. D'ailleurs, on se méfie des femmes drôles. C'est comme une anomalie, une étrangeté suspecte. Que cherche-t-elle à obtenir? Pourquoi ne pas se contenter du charme, de la douceur? Son premier producteur, un abo grassouillet, lui avait dit qu'il aimait bien son côté camionneuse, qu'au moins le public féminin ne la jalouserait pas. Il la prenait pour une refoulée, une hystérique frigide. Dans les loges, après la première partie de Palmade à la Cigale, il avait pourtant cherché à l'embrasser en lui disant qu'il fallait apprendre à faire la fête, à apprécier les petites victoires. Qu'il ne l'aurait pas cru si coincé. Elle lui avait lancé « Dégage, tu me saoules, même pas en rêve ». Oleg pense que ça a certainement freiné sa carrière. Mais qu'est-ce qu'il en sait, le slave? Nadia Viper sort de scène et tombe immédiatement sur Nicole. À peine le temps de tirer 2 taffes, elle éteint sa clope sous le robinet du lavabo. Il faut rejoindre le public, le retenir encore un peu, lui donner l'impression d'un moment rare, aller à la recherche des âmes faibles, celles qui n'ont pas d'avis ou n'ont pas accroché au spectacle, mais qui, chemin faisant, après une bière avec l'artiste, révisent leur jugement. Les politiques font pareil, enchaînant les marchés, les maisons de retraite. Près du bar où s'est attroupée une partie du public, Nicole est de plus en plus collante. Elle est heureuse de présenter Nadia Viper au maire, à ses amis. Comme toujours, on lui parle de Drucker et de l'émission de télé La Classe, à laquelle elle a participé quelques fois. On fait à peine allusion au spectacle qu'elle vient de donner. C'était peut-être pas le meilleur, mais il y a tellement eu pire. Les vannes sur leur région ont fait mouche, ça, elle en était sûre. Bastien a été le seul à lui faire des retours sensés, notant des inflexions de voix nouvelles, des tournures de phrases plus mordantes sur la cassette orange. Le gamin est vraiment touchant. Son admiration est pure. Il doit s'ennuyer ferme ici. Il n'a jamais vu de spectacle dans une vraie salle, un vrai théâtre. Il n'a jamais mis les pieds à Paris. Elle n'en revient pas. Elle lui parle du Splendide, du théâtre de 10 heures, du Point Virgule, de Lenny Bruce, de Woody Allen, Jim Carrey. L'impression d'avoir à tout lui apprendre. Un plaisir. Ça la gonfle un peu. Les yeux de Bastien qui la regardent comme elle aurait dû être regardée si elle avait été un peu moins arrogante, plus chanceuse aussi. Putain, elle a largement le niveau d'une Romanoff. Elle l'a bien connue, la rouquine. Surévaluée et pas si drôle que ça en dehors des planches. Mais pourquoi elle dit ça à voix haute? Devant Bastien, devant les techniciens, elle ne peut pas s'en empêcher. La parfaite panoplie de l'aigri de service. Baver sur ses collègues la soulage, mais l'instant d'après, c'est la honte qui l'étreint.
Merci beaucoup. On l'a entendu tout à l'heure, vous disiez, elle ne va pas se contenter du bourg et de l'arrière-bourg. Là, évidemment, la célébrité, c'est aussi une question géographique, c'est aussi un rapport à l'espace. Vous le montrez très bien, Florent Marché, dans votre livre. D'ailleurs, la Dévène et la Louse, c'est aussi il y a un certain rapport à la géographie. Il faut monter à Paris, ça c'est évident. Ça, d'ailleurs, vos deux livres, évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'entendre des échos à la littérature du 19e siècle, La Belle Amie, à Illusions perdues, tous ces livres qui, j'en suis certain, ont été importants pour vous. Et puis on le voit chez vous, Florent, il y a un déplacement progressif pour Nadia. Il y a un déclassement avec une manière de s'excentrer au fur et à mesure, de disparaître de là où ça se passe. Vous, évidemment, là où ça se passe, c'est New York, puis Los Angeles. C'est un tout autre rapport à l'espace que celui de Nadia. Nadia voyage en corail et elle s'emmerde de ferme dans les corails. Cléo, elle ne touche plus terre. D'ailleurs, elle ne sait même plus vraiment où elle se trouve, où elle se trouvait la veille. Je suis dans quelle ville là aujourd'hui déjà? Ça c'est Cléo, elle sait même plus. Elle se réveille dans sa chambre d'hôtel, elle sait pas où elle est. Donc voilà, j'avais envie de vous entendre tous les deux justement sur ce rapport à l'espace, sur cette géographie de la célébrité et comment vous aviez pensé les choses. Oui, effectivement, il y a des lieux du succès, des lieux propices au succès, donc Paris, puis New York, puis Los Angeles. Et cette ascension est aussi une ascension géographique et c'est aussi une ascension monétaire, tout simplement. C'est avoir les moyens de se payer une villa à Malibu, ce qui n'est pas donné franchement au commun des mortels. Et donc l'ascension, c'est aussi... donc la célébrité va toujours de pair avec l'argent, dont on n'a pas parlé, mais c'est un grand pilier du livre. C'est aussi l'histoire d'une femme qui devient riche du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe quand un jour on vous fait des virements de millions d'euros, de dollars sur votre compte en banque? Ça fait un peu tourner la tête. Comment on le dépense? Est-ce qu'on achète un appartement? Est-ce qu'on le place? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et donc ça va aussi avec géographiquement. Et à un moment, elle devient très riche. Elle dit, mais ça veut dire qu'il faudrait que j'achète un appartement. Mais j'achète à combien? À 1 million, 2 millions, 3 millions? Enfin, je suis censée en dépenser combien parmi mes millions? Combien c'est trop de millions? Et elle apprend un peu les codes de cette célébrité, de la richesse, alors que bon, Nadia, c'est plutôt le déclassement inverse. Oui, de toute façon, la géographie, elle raconte là où on en est sociologiquement. Et Nadia, elle en parle à un moment donné où elle dit qu'effectivement... elle dit pas qu'elle habite à Saint-Ouen parce qu'elle a dû quitter Paris, elle n'avait plus les moyens de garder son appartement et elle a honte et elle le cache à tout le monde et elle dit pour une artiste on n'a pas le droit d'aller habiter en banlieue sauf si c'est une banlieue cossue et qu'on est dans un immense pavillon là et puis on a des vraies excuses parce qu'on a une famille, parce qu'on a une belle Audi et puis on a un gros chien qu'il faut sortir, il y a le bois juste à côté, bon mais sinon ça se fait pas et c'est vrai que ça raconte quelque chose, mais je l'ai même vu chez les musiciens qui parfois allaient en province faute de moyens et qui ne le disaient à personne, c'était un secret. Non, je suis à Paris, mais non, c'est pas vrai. Et c'est vrai que ça raconte quand tout d'un coup on dit tu fais quoi maintenant? En ce moment je vis à Londres. Si on est un musicien français, ça dit quelque chose sur là où on en est. Ça dit quelque chose sur là où on en est et ça dit aussi quelque chose sur la transformation du monde et des villes en particulier, et c'est un des points forts aussi de ce roman L'Admiration, que de nous montrer aussi Paris évoluer entre ces années 90 et ces années 2015-2017, où au fur et à mesure Nadia comme Bastien se déplace dans une ville mouvante, une ville où les cafés-concerts ferment, où les bars où faire la fête, bon ça évidemment Nadia a un rapport au bar assez prononcé, disparaissent, une ville aussi qui devient de plus en plus inégalitaire, de plus en plus dure, de plus en plus violente avec celles et ceux qui sont dans la déveine. Oui, en plus, Paris, au bout d'un moment, ne devient plus le centre du monde artistique. Il l'a été pendant un moment, en tout cas, c'est quelque chose qui comptait. Et cette impression aussi que pour les artistes, en tout cas actuels, le monde n'est jamais assez grand. On vise de manière complètement internationale.
Quelle était la question? Pardon, je suis complètement perdu. Non, il n'y a pas de question, c'est juste... C'était presque un commentaire sur l'évolution. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Oui, enfin, le fonctionnement d'une ville va de pair avec le mode opératoire du métier, du business. En fait, moi, quand j'ai commencé, il y avait encore, et c'était la fin, plein de cafés-concerts dans Paris et même dans les villes de province, partout. On pouvait jouer partout, plusieurs fois dans la semaine. Moi, j'ai vécu très très tôt de la musique. À l'âge de 17 ans, je vivais de la musique parce que j'allais jouer dans des clubs de jazz et puis on en trouvait facilement. Puis après, il y a eu des plaintes au niveau du bruit, tout ça. Et puis la plupart des lieux ont commencé à fermer. Puis on a tout remplacé tout ça par des salles de sport. Et du coup, la musique, il a fallu la promouvoir autrement. Et il se trouve que de manière concomitante, il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés à ce moment-là. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes qui commencent, même certains sont devenus très célèbres, commencent grâce aux réseaux sociaux. C'est ce qui remplace le café-théâtre ou le café-concert. Oui, alors Cléo, elle n'a pas ce problème puisqu'elle se produit dans des stades. Donc, oui, mais elle commence quand même par une vidéo postée. Et elle commence par TikTok, oui. Cléo, elle a quand même un problème, et là, peut-être, c'est un point de jonction, de rencontre avec Nadia, c'est que l'envers de l'extrême célébrité, du contrôle absolu de son image, de sa vie, et le fait de n'être quasiment jamais seule, ça a des conséquences et des incidences. Et comme Nadia, mais de manière beaucoup plus maîtrisée, il y a une forme de pulsion autodestructrice aussi chez votre héroïne, ou en tout cas un rapport à son corps, enfin, vous allez nous en parler, qui... Effectivement, elle est très sévère et très dure avec elle-même, mais elle a le succès chevillé au corps. Alors que c'est vrai que Nadia, elle participe à son propre échec de manière continue. Et d'ailleurs, j'avais une question pour toi après. Je la poserai après parce que je pensais tout à l'heure. Mais donc Cléo, oui, est très dure avec elle-même. Et c'est vrai que quand je me mettais à la place, quand j'écris, je me mets vraiment à la place de mon personnage. Et je me disais, bon, allez, Maud, ok, tu viens de donner un concert devant 200 000 personnes. Ok, imagine dans quel état t'es. Tu sors, t'es dans ta chambre d'hôtel. Finalement, il faut que tu fasses une interview en plus, 2 interviews en plus. Et je me mettais dans ce corps-là. Il n'y avait pas une seconde où j'étais à l'aise, où j'étais bien, où j'étais franchement sereine et heureuse. Et c'est vrai que c'est à la fois un immense cadeau, la célébrité. C'est une reconnaissance. Et c'est aussi un fardeau. Et pour écrire Célèbre, j'ai rencontré des directeurs de maisons de disques, des agents, et puis aussi des célébrités, des personnes très très célèbres qui ont accepté de répondre à mes questions. Et l'une d'entre elles, qui est une chanteuse très 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 connue, m'a dit c'est marrant que tu écrives sur ce sujet. T'es là, Maud, tu sais quoi ? La célébrité, je la souhaiterais pas à mon pire ennemi. Et je me suis dit, c'est dur parce que cette fille est jeune, talentueuse, riche, célèbre, belle. Enfin, je veux dire, elle a tout. Comment peut-elle dire une chose pareille ? C'est très fort. Et en même temps, ça colle. C'est collant. C'est comme quelque chose qui rentre dans tous les coins de notre vie. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir une discussion normale avec quelqu'un, je ne peux pas sortir dans la rue, je ne peux pas aller au resto, je ne peux pas partir en vacances, je ne peux pas monter dans une voiture sans me dire qu'on va me prendre en photo. Tous les aspects de nos vies sont contaminés. Même la manière dont sa mère s'adresse à elle dans le roman est contaminée. Donc quand notre propre mère nous regarde en disant « Ah, elle est célèbre, ma fille », c'est fini. Plus personne n'est naturel. Donc c'est à la fois grandiose et terrible. Oui, d'ailleurs, on le voit, tout change en fait. Tout est devenu flou autour d'elle, et en particulier toutes ces relations amicales, la relation à la mère, la relation à l'argent, ça contamine tout. Est-ce que vous voulez poser votre question à Florent ? Moi, j'ai une question que je me suis posée en lisant ton roman. C'est est-ce que l'addiction, c'est la raison pour laquelle elle rate ? Parce que j'ai pensé à ça quand tu as lu l'extrait. Donc, elle s'apprête à monter sur scène et donc elle se elle se fait le mini-bar. Et après, elle monte sur scène et dit « Oh, j'ai pas été super !» Bah oui, t'étais bourrée en fait. Donc ma question, c'est est-ce qu'elle rate ? Parce qu'en fait, elle a de fait un problème d'addiction qui fait que... Parce qu'en fait, c'est quand même quelqu'un qui passe à côté de plein d'opportunités, qui a fait un sketch très bien, cette fameuse cassette, et puis après, elle écrit plus, elle dit « Ah oui, Anne Romanoff, elle est pas si bien. » Enfin, Anne Romanoff a continué à bosser, elle a continué à écrire des spectacles, elle a travaillé, t'as vu comment ça me... et elle, elle écrit pas.
Elle est invitée et elle a dit oh ben non j'ai rien écrit parce que j'étais bourrée. Donc ma question c'est est-ce que elle tombe dans l'addiction parce qu'en fait elle est dans l'échec ou est-ce que tout son échec c'est parce que c'est une maladie quoi, l'alcoolisme et qui l'empêche de s'asseoir face à son bureau et d'écrire un spectacle quand elle est invitée sur scène. Alors c'est un peu les deux. Disons que l'addiction notamment à l'alcool est quelque chose d'extrêmement présent dans les milieux artistiques. J'ai cette phrase de Daniel Darc en tête qui disait je n'ai pas de problème d'alcool, je n'ai que des solutions d'alcool. C'est pas bien. Et ça en dit long sur le fait que c'est d'une telle violence ce métier. Aussi le succès il est difficile à gérer. Effectivement, moi c'est pas quelque chose que j'ai non plus trop souhaité. J'ai joué une fois devant 80 000 personnes aux Vieilles Charrues. Je suis monté sur scène et j'ai eu une vraie révélation. C'est pas pour moi. Parce que la vision que j'ai eue en montant sur scène, je vous promets que c'est vrai, j'ai vu Hitler. J'étais pas prête. Et personne n'était prêt pour cette révélation. Et je me suis dit non, je suis pas capable d'aller vers la foule comme ça. C'est pas moi, ça me ressemble pas. Je n'ai pas ce cran-là ou cette force, j'en sais rien. Je pense qu'il y a des gens sur qui ça tombe aussi parce qu'on a vu aussi des artistes réussir et aussi sombrer dans l'alcool et dans l'alcoolisme. Parce qu'ils ne le voulaient pas en fait. Parce qu'ils ne le voulaient pas. Moi, je pense que Elvis, je pense que c'est pas si simple en fait. On voit bien dès qu'il y a des biopics, elle est dure à vivre aussi la célébrité. Alors c'est toujours problématique de se dire les pauvres gens célèbres qui souffrent. Mais c'est quand même une réalité. Mais comme on a du mal à dire les pauvres artistes qui ont échoué, ils ont quand même choisi leur métier, ils ont de la chance. Non, en fait. Donc je pense que c'est l'alcool ou toute substance est là pour oublier paradoxalement un milieu qu'on a choisi ou ce qu'on a à faire parce que on a beau aimer je pense faire de la musique monter sur scène ou chanter c'est pas toujours évident d'être justement au top ou d'être bien, d'être à son endroit. Voilà. Donc c'est un peu inhérent, c'est quelque chose qu'il faut évidemment faut toujours l'avoir en tête, mais et puis il y a aussi tout l'imaginaire du milieu artistique en passant par évidemment les Beatles jusqu'à Jeff Buckley ou tous ces musiciens qui réussissaient en étant sous substance. Le film des Doors a fait beaucoup de mal, je pense aussi, parce qu'il a promotionné ça. Un artiste, c'était un artiste parce qu'il était en souffrance, parce qu'il était défoncé. Alors que c'est un mythe. Mais c'est complètement un mythe, bien sûr. On peut faire des très belles choses en allant à la salle de sport. Et d'ailleurs, on le voit avec Cléo qui ne boit pas d'alcool. On l'aura compris. À un moment, regrette de ne pas avoir de part sombre à révéler dans ses pages, puisque c'est au contraire une sportive de haut niveau. Elle a une vie d'athlète. Et justement, ces gens à très haut niveau, moi je ne crois pas au mythe de la chanteuse pop star rock'n'roll et tout, pas du tout. Elle est dit, à partir du moment où je suis en tournée, je mange à heure fixe, j'ai ma coach, ma diététicienne, je ne bois pas d'alcool, j'ai mes compléments alimentaires, je dors, je fais des siestes chronométrées, enfin c'est vie totalement millimétrée et elle bosse, contrairement à Nadia. On tient pas, sinon c'est très drôle. Il y a pas très longtemps, je parlais avec un jeune de près de 20 ans qui s'étonnait parce que je fais du renforcement musculaire, parce que je vais courir quasiment tous les jours et puis un musicien qui fait ça, c'est étonnant. Et je dis, mais tu sais, quand on est en tournée, qu'on enchaîne 80 dates, si tu fais pas ça, mais au bout de la 10e date, t'es mauvais. Et c'est même pas t'es mauvais, tu tiens plus, tu deviens une loque, tu es tout le temps mal. Donc c'est un peu obligatoire. Et c'est pas le nombre d'artistes qui étaient connus et qui tout d'un coup ont commencé à avoir un début de pente descendante parce que les concerts étaient moins bons, mais on sait aussi pourquoi les concerts étaient moins bons. Parce qu'ils étaient constamment fatigués, rincés par l'alcool.
Et puis peut-être un dernier mot, parce qu'on va devoir déjà malheureusement céder la scène, mais il me semble qu'il se joue aussi de différents entre les trajectoires de Cléo et celle par exemple d'un Bastien chez vous, Florent. C'est que Cléo, elle construit son aventure à partir de bases extrêmement solides. C'est une jeune femme brillante. Elle peut considérer que ses parents sont des tocards, des ringards, voilà. Mais elle a un bagage culturel et une légitimité évidente. Elle est à l'aise, elle est brillante. Elle a eu 19,75 de moyenne ou quelque chose comme ça au bac. Histoire vraie. Alors que chez vous, Florent, un Bastien, il va toujours être rongé aussi par ce sentiment de ne pas être tout à fait à sa place, de devoir prouver plus que les autres, de prouver sa légitimité. C'est un transfuge de classe, Bastien. Mais du coup, j'avais une question à te poser. Si Cléo faisait une psychanalyse, par exemple, ou une analyse, est-ce qu'elle a un problème d'attachement ? C'est quoi son rapport à ses parents ? Non, mais je me suis posé la question aussi parce que c'est pas parce qu'on vient d'un milieu privilégié où on nous donne beaucoup de choses, ou d'ailleurs, si elle y arrive, c'est parce qu'elle se dit que c'est possible. Mine de rien, ça fait quand même beaucoup le job. Moi, je viens d'un milieu plutôt modeste, mais j'ai jamais des parents qui m'ont interdit de faire ça. Ils m'ont toujours dit, c'est formidable, éclate-toi. Donc, je me suis dit, c'est possible. Là où j'avais d'autres copains qui jouaient pourtant très bien, peut-être de la guitare et tout, les parents ont dit, mais t'es malade, tu vas pas faire ce boulot-là, tu vas devenir clodo. Donc, c'est pas la même. Mais malgré tout, elle est pas... comment dire, on sent qu'il y a une sorte de carence affective effectivement qu'il faut combler constamment. Et je me suis posé quelle relation elle pouvait avoir. Là, elle perd son père évidemment, mais c'est pas que ça. Je me méfie des réponses psychologiques. En fait, j'aurais pas une seule réponse. J'ai pas envie de dire toutes les personnes qui deviennent célèbres, forcément, elles ont une immense faille narcissique, elles ont besoin de reconnaissance. Mais de fait, il y a quand même quelque chose qui cloche quand toi et moi, on cherche notre reconnaissance, pas juste auprès de nos proches, de nos grands-parents et de nos 2 meilleurs amis, et qu'on a besoin de la reconnaissance de lecteurs, de quelqu'un dans un public de 100 personnes, 200 personnes, bon, peut-être 80 000, on a dit que c'était le max, sur scène. 2000. Mais de fait, souvent je me dis, mais qu'est-ce qui va pas chez moi ? Pourquoi j'ai ce besoin qu'on me dise c'est bien, t'as bien travaillé, au-delà d'un cercle proche, tu vois. J'ai complètement répondu à la question depuis longtemps. Vas-y, mais je sais que on est toqué pour toujours. J'ai besoin de ce que je n'ai pas reçu quand j'étais plus jeune aussi. Je sais que ma grand-mère méprisait complètement ce que je pouvais faire. Alors j'adorais ma grand-mère, c'est pas la question. Dès que j'allais faire un concert, elle disait c'est ça, va t'amuser. Moi aussi j'aimerais bien m'amuser, j'ai du travail. Donc et en fait parfois l'entourage il peut avoir une sorte aussi de timidité face à ce que tu vas proposer aussi artistiquement et du coup peut-être que des simples c'est bien ou un petit applaudissement de la part de l'entourage proche aurait suffi, et si on ne l'a pas, pour le compenser il faut parfois beaucoup plus de monde. Qu'est-ce que ça aurait été confortable, ouais. C'est juste bravo, c'est bien, ma biche de ma mère avait suffi. Merci beaucoup, Maud Ventura. Merci, Florent Marché. Je rappelle les titres de vos livres célèbres chez l'Iconoclaste et puis L'Admiration chez Stock. Je vais vous inviter tous les deux à rejoindre les stands des libraires des livres sur les quais. Merci à toutes et tous et bon après-midi. C'était Célébrité, toujours plus haut, toujours plus fort, avec Florent Marchais et Maud Ventura, enregistré le samedi 31 août 2024 au Casino de Morges par la Bibliothèque sonore romande pour le livre sur les quais.